Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu en 7, samedi 15 avril 2017. C'est un plaisir de vous retrouver chez vous, amis téléspectateurs, auditeurs. C'est parti pour le rendez-vous hebdomadaire du samedi, l'analyse, le commentaire de l'actualité de nos très chers invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Daouda Thiam. Il est administrateur de actusen.com. Bienvenue Daouda. Bonjour Manto. Avec vous sur ce plateau, Daouda Thiam, Aboubacar Demba Sissoko. Il est journaliste à l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'actualité de la semaine marquée par ce catastrophe au Dakar, édition 2017. À Médina Gounass, un incendie qui a occasionné 23 morts et puis il y a eu des centaines de blessés, dont 28 graves, qui ont été acheminés à l'hôpital régional de Tambacounda. Donc sur place, il y a eu également 4 qui ont été évacués à Dakar. Donc tout cela, nous allons en parler avec nos invités. Nous allons démarrer donc pour situer d'abord les responsabilités juste après ce catastrophe, ce drame. On a noté la valse des gouvernants du pays. Le ministre de l'Intérieur, accompagné de son homologue de la Santé, Awa Marie Coll Seck, était sur place au chevet des blessés. Nous allons revenir sur ce point. Le chef de l'État Macky Sall également était sur place, donc auprès des populations à Médina Gounass. Mais dites-nous, Daouda Thiam, comment situer les responsabilités juste après ce drame survenu au Dakar 2017 à Médina Gounass? Merci Manta. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de débattre sur des questions de l'heure. Je voudrais également, avec votre permission, saluer toutes les Sénégalaises et les Sénégalais qui regardent Walfadjri, notamment votre émission. Écoutez, moi j'estime que ce qui s'est passé à Médina Gounass, tout le monde devait s'y attendre. Peut-être que le bilan est lourd, mais il y avait quand même beaucoup de signes précurseurs qui attestaient du fait qu'un jour, un drame similaire pourrait peut-être s'abattre sur le pays. J'entends souvent certains compatriotes accuser vraiment Satan, qui a bon dos, autant pour moi, qui n'a pas les moyens également d'assurer sa défense et qui malheureusement pour lui également est doté de pouvoirs extrêmement puissants qui font en fait aujourd'hui que quand un malheur s'abat sur le pays, les gens sont très enclins à l'accuser. Mais j'estime que ce qui s'est passé à Médina Gounass, ça ne relève point d'un accident de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas que les Sénégalais oublient que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de sinistre. De souvenance, tout le monde, je crois, est d'accord sur le fait qu'à Médina Gounass, il y a très souvent eu des cas d'incendie. Et ça ne relève d'autant plus pas d'un accident de l'histoire, à mon avis, qu'on ne peut pas aspirer, à mon humble avis, on ne peut pas aspirer à organiser une manifestation ou bien un rassemblement sur un tapis herbacé sur lequel on cuisine, on fait usage en fait de produits en fait sur lequel on utilise peut-être des feux et qu'on ne puisse pas s'attendre à ce qu'il y ait un jour un débordement de cette nature. Donc je suis convaincu que tant qu'on continuera à organiser l'événement religieux dans les mêmes conditions que celles d'hier, malheureusement, on sera toujours obligé à regretter ce genre de... Alors vous rejoignez le chef de l'État et ses ministres lorsqu'ils disent que la paille et le feu ne font pas bon ménage. Donc c'est une évidence, ce discours qui revient. Donc, mais ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle en français une tautologie. C'est une évidence évidente. Je crois qu'aujourd'hui, nos autorités, quand même, gagneraient à arrêter quand même d'attendre que le mal se produise pour pouvoir
prodiguer des leçons de morale aux citoyens. Elles n'ont pas été portées à la tête de ce pays pour délivrer en fait des leçons de morale aux Sénégalais. On les a choisis pour qu'elles prennent, dans bien des cas, des décisions fortes de nature à empêcher que ce genre de catastrophe se produise dans ce pays. Ça ne sert à rien de laisser prospérer une situation de cette nature et qu'au finish, voilà, vous vous mettiez en fait devant les télés pour dire que oui, nous regrettons. Ça, c'est des déclarations d'intention. Que ça soit le chef de l'État, que ça soit le ministre de l'Intérieur, on ne les a pas choisis pour des déclarations d'intention, on les attend sur des actes concrets. Des actes concrets, nous allons y revenir parce qu'on dirait que dans ce régime, on ne sanctionne jamais alors qu'il devait y avoir des sanctions. Nous allons revenir sur cette question, mais Aboubacar, lecture, donc juste après ce drame survenu au Dakar de Médina Gounass. Ma lecture, c'est que dans ce pays, on a ce que moi j'appelle, on s'est installé dans l'habitude du malheur, on a l'habitude des drames, on essaie d'intégrer ces choses-là en se disant que ça arrive, et puis c'est la fatalité, là, je parlais tout à l'heure, c'est le destin, c'est Satan et tout ça. Vous vous souvenez qu'il y a, je sais pas, un mois et demi, il y avait eu un accident, je crois, sur l'axe Saint-Louis, Matam, où il y a eu un drame avec 14 morts. Le même jour, il y avait un autre drame. C'était un total de 29 morts, je crois, une trentaine de morts. Et on n'a rien fait, on n'a pas sanctionné, on a dit que c'est le destin. Oui, ok. Mais pour le cas précis du Dakar de Médina Gounass, ça, c'est des choses, c'est une chose à laquelle on est habitué là-bas. C'est peut-être que l'ampleur de ce drame-là, vous avez 23 morts, il paraît que le bilan est monté à 25 morts. Voilà, oui, parce que le bilan évolue. Voilà, évolue parce qu'il y a eu des blessés très graves. Tous les ans, il y a un incendie d'une certaine ampleur au Dakar. Donc, on sait. Deuxièmement, c'est que on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant le feu et la paille ne font pas bon ménage. Mais la sécurité publique, la gestion de la sécurité publique relève la responsabilité des autorités, des pouvoirs publics, qui, à un moment donné, malgré les réticences des organisateurs du Dakar qui ne veulent pas que certaines conditions environnementales, le cadre ne change pas, il faudrait à un moment s'imposer et dire que ça ne peut pas continuer parce qu'à chaque fois que ça se produit, la responsabilité est rejetée sur l'État parce que le calife de Médina Gounass a dit que c'est l'État qui n'a pas respecté ses engagements en termes d'approvisionnement du site en eau. Mais même si on respectait cet engagement-là, si les conditions dans lesquelles le pèlerinage n'est pas organisé, la retraite spirituelle n'est pas organisée, ça ne changera pas. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que pour ceux qui disent que oui, les conditions de cette retraite spirituelle, le cadre ne doit pas changer, mais on doit aussi évoluer avec son temps et se dire que ça ne joue en rien sur le caractère spirituel, l'importance de la manifestation. On va au pèlerinage tous les ans, mais autant dire, par exemple, à ceux qui vont au pèlerinage d'aller dans les conditions du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle, d'aller à dos de chameau ou à dos d'âne ou aller à pied. Aujourd'hui, on va en avion, on profite des conditions techniques aujourd'hui qui sont les nôtres au XXe, au XXIe siècle. On devrait changer le cadre sans que la dimension spirituelle de la retraite spirituelle, de la retraite ne change. Donc, on doit évoluer pour que ces catastrophes-là ne se produisent pas. Pendant que les gens pleuraient les morts ou les blessés, pendant la visite, j'ai lu quelque part, je crois que c'est dans l'Obs, que des gens faisaient encore du thé à côté sans que personne ne s'en émeuve. Donc, il y a une prise de conscience de part et d'autre, du côté des organisateurs comme du côté des pouvoirs publics pour que le pareil drame ne se reproduise pas. Mais 2 semaines après, et puis après on va retomber dans les mêmes travailleurs. Ça, c'est bien sénégalais. Ça. Vous l'avez dit tantôt, Aboubacar Dembo Sissoko, lors des CRD, des engagements sont pris par donc, les gouvernants, notamment le ministre de l'Intérieur, mais ces engagements qui sont pris ne sont pas respectés en fin de compte.
Alors, à quoi servent ces CRD préparatoires? C'est juste une tradition protocolaire du moment où on ne respecte pas les engagements pris? Souvent, on a l'impression que c'est des moments de perte de temps. Parce que vous ne pouvez pas mobiliser les organisateurs du Dakar, mobiliser les chefs techniques, les chefs de service de manière générale, mobiliser en fait l'administration de manière générale, prendre des engagements. Les organisateurs vous alertent sur des manquements qui ont été notés dans les éditions précédentes et que vous ne preniez aucune décision. Ça n'a pas de sens. Parce que, pas plus tard que ce matin, effectivement, dans un journal de la place, notamment l'Obs, le maire de la commune a explicité tous les engagements que l'État avait pris et qu'il n'a pas du tout respectés. Il a estimé avoir alerté les autorités sur le fait que la quasi-totalité des forages se situaient à l'est de Médina Gounass, alors que le Dakar tirer vers l'ouest. C'est-à-dire que la tenue du Dakar, en réalité, avait lieu à l'ouest de Médina Gounass. Il a insisté sur le fait qu'il y avait des bouches d'incendie des bouches d'incendie qui manquaient, parce qu'il a expliqué que il n'existait en réalité que 2 bouches d'incendie pour un site qui accueille des milliers et des milliers de pèlerins. Moi, j'estime que, objectivement, l'État a une lourde part de responsabilité dans ce qui est arrivé à Médina Gounass. Même si la responsabilité individuelle de celui ou de celle qui aurait provoqué l'incendie est engagée, il n'en demeure pas moins que l'État, en prenant des engagements qu'il n'a pas su honorer, il est entièrement responsable, lui également, de ce sinistre. Entièrement responsable, d'où l'application de sanctions. Parce que on a suivi dans la presse toujours Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, qui dénonce des vidéos qui ont été diffusées dans dans les réseaux sociaux, des images donc des images assez déplorables de blessés qui ont été diffusées dans les sites. Mais est-ce que c'est ça le débat? Est-ce qu'on ne devait pas parler de sanctions au niveau du pouvoir, dans le camp du pouvoir, au lieu de parler de vidéos qui ont été diffusées, entre autres? Les sanctions au niveau du pouvoir, du moment où ils n'ont pas respecté leurs engagements. Il ne faut pas demander le ciel à ces autorités. Vous savez, on est dans un système où les gens ne sanctionnent pas. Et ça n'a pas démarré avec le régime du président Macky Sall. Au Sénégal, les gens n'ont pas la culture de la sanction. Vous faites une chose, on accuse Satan, on fait du masla et puis le lendemain on oublie, les gens vaquent à d'autres occupations. C'est ça le problème du Sénégalais. Il faut que des mesures pratiques, fermes, soient prises par les autorités sans songer à ce que les populations pourraient m'administrer comme correction, comme revanche ou bien comme correction ou bien je ne sais pas à l'occasion d'une élection présidentielle ou bien des élections législatives. Il faut que les gens apprennent à sanctionner. Il faut qu'au niveau de l'administration centrale, s'il y a des impairs qui ont été notés ou bien du laisser-aller qui a été constaté dans le cadre de l'organisation d'une manifestation, que des sanctions soient prises. Mais tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant qu'on aura à accuser toujours à tort Satan, mais rien ne bougera dans ce pays. C'est ça le problème du Sénégal. Sur la question des sanctions, il faut appliquer les choses. Vous savez, on a connu une tragédie ici, par exemple le naufrage du Joola. Oui. Personne n'est allé devant la justice. Jusqu'à présent, on a dit on a classé l'affaire, tout ça. Bon, l'État dit que les responsables ont des dommages, mais il y a à des niveaux techniques et à des niveaux administratifs des personnes qui étaient en charge de telle ou telle chose et qui n'avaient pas été sanctionnées. C'est la même chose pratiquement sur beaucoup de sujets ou de drames qu'on vit dans ce pays. Mais moi, sur le non-respect des engagements par l'État, sans entrer dans des considérations, dans des comparaisons entre foyers religieux et autres, rarement Touba et Tivaouane se sont plaints de non-respect
des engagements. Rarement. Plus on est loin de Dakar, moins ces engagements-là sont respectés. Vous entendez souvent, et Walf s'en fait souvent l'écho, de complaintes de foyers religieux à Kolda, à Sédhiou. Nous, on n'a pas vu l'État, on n'a même pas vu le sous-préfet venir représenter le ministre de l'Intérieur. On n'a pas eu d'eau, on n'a pas eu d'approvisionnement en tel ou tel, en denrées alimentaires et autres. L'électricité n'a pas été fournie et tout ça. Les questions de santé et autres. Médina Gounass, c'est très loin. C'est à croire que plus on est loin de la capitale, moins on est pris en compte, plus ou moins on fait de bruit sur certaines considérations, moins on est pris en compte, on ne tape pas sur la table et tout ça. Peut-être que c'est lié à la nature même des organisateurs et tout ça, mais c'est des questions que moi je pose sur la table. C'est que il y a, quand un État prend un engagement, il y a la question du traitement sur un même pied de tous les foyers, puisque c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont à Médina Gounass pour le Dakar chaque année, qui viennent des régions du Sénégal, mais qui viennent aussi des pays limitrophes, du Mali, de la Guinée, des deux Guinées, de la Gambie, et peut-être même de la Mauritanie. De la Mauritanie, d'ailleurs, l'ambassadeur de la Mauritanie faisait partie de la délégation du chef de l'État, donc à Médina Gounass. Le chef de l'État, Macky Sall, nous allons rester toujours avec lui. Il a eu à décréter 3 jours de deuil national, 2 jours après le drame. Donc on peut saluer cette mesure qui a un sens, mais disons c'est un peu tardif. Ben écoutez, moi je me perds dans des conjectures d'analyser le deuil qui a été décrété. Les faits se sont produits le mercredi. Le président, on ne sait pour quelle raison, a d'abord attendu 48 heures d'abord avant de se déplacer sur les lieux du drame, ce qui est incompréhensible à mon humble avis, parce que dans les grandes démocraties, en Europe, aux États-Unis, il suffit qu'un môme de 2 ans ou de 3 ans se perde dans un coin de la rue, en tapant peut-être, en jouant au football, qu'il se perde dans un coin de la rue pour que toute la vie s'arrête au niveau de ces pays-là et que toutes les autorités se concentrent sur ce fait. Mais non seulement le drame est survenu le mercredi, il ne s'y est rendu que le vendredi. Lui seul, normalement, détient les raisons pour lesquelles il a observé, il est resté à Dakar durant en fait ces 48 heures sans pour autant se rendre sur les lieux du drame. Peut-être que son agenda ne lui permettait pas de Quel se agenda? déplacer. Oui, mais, il a eu à recevoir le président de Sousa. La mort d'une seule personne est plus importante que tout l'agenda réuni de tous les chefs d'État. 25 morts. La mort d'une seule personne. Je ne parle même pas de la mort, de la perte de 25 êtres humains. Dans des conditions Il a beau, parce que si vous faites allusion normalement à son agenda, sûrement vous faites allusion à son nom. Oui, mais si le président portugais, si on lui annonçait dès sa descente d'avion qu'il avait perdu 5 compatriotes, il aurait rebroussé chemin séance tenante. Donc, rien ne saurait justifier que le président n'effectue pas un saut sur les lieux du drame dans les meilleurs délais. Ça, c'est un. Deuxième chose qui m'intrigue dans ce deuil qui est décrété. Mais quand on décrète un deuil, normalement, ça doit commencer dans les plus brefs délais. Vous ne pouvez pas faire un saut. Vous annoncez le deuil national le vendredi. Vous attendez samedi, dimanche, lundi, mardi. Presque une semaine après la tragédie. C'est après une semaine après la tragédie que le deuil national devra commencer.
C'est une grande première. Une semaine après la tragédie. Oui, une semaine presque. Parce que ça s'est produit mercredi et le deuil commence mardi. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais lu ça, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais... Il y a beaucoup de gens sont sûrement dans la même posture que moi, sont inquiets, sont étonnés que le deuil national, pour une tragédie qui a eu lieu le mercredi, que le deuil national doive commencer à partir du mardi. Il n'y a rien qui puisse justifier ça, à mon humble avis. Ce serait un pilotage à vue, décréter un deuil national donc, qui doit démarrer mardi, une semaine après le drame de Médina Gounass, donc Dakar. Comment analyser cette façon de faire du pouvoir? Oh, on peut regretter le fait que les mesures préventives n'aient pas été prises pour éviter ce genre de choses. Autant on peut aussi avoir à peu près la même analyse sur l'opportunité, en tout cas la justesse de décréter deuil national. Oui, on décrète un deuil national, une semaine après, on va l'observer. Franchement, quand j'ai entendu ça hier, j'ai dit, ah bon, tiens, quand j'ai entendu le chef de l'État a décrété un deuil national de 3 jours, avant d'entendre la deuxième partie de la phrase, j'ai pensé que ça allait commencer aujourd'hui, ça allait commencer ce samedi et que ça allait durer jusqu'en début de semaine prochaine, c'est-à-dire samedi, dimanche et lundi. Bon. Beaucoup de citoyens ont pensé ainsi. Hein. Voilà, bon, maintenant, on va l'observer. Et pour moi, le fond du problème, c'est les mesures qu'on va prendre pour que le cadre dans lequel la retraite est organisée soit un cadre qui ne permettent pas des drames comme ça. C'est ça le plus important. Et deuxièmement, on en a parlé, que les engagements qu'on prend, qu'on les respecte, parce que c'est quand même pas loin d'un chef-lieu de département, Vélingara, c'est pas loin d'un chef-lieu de région, de 2 chefs-lieux de région, Kolda et Tambacounda. On peut bien prendre les mesures, mobiliser les sapeurs-pompiers de Kolda, de Tamba, et puis aider. On a parlé de modernisation des cités religieuses, sans entrer dans des considérations assez de grandes considérations. On peut intégrer dans l'amélioration du cadre dans lequel la retraite est organisée, intégrer cela dans la modernisation des cités religieuses qu'on a commencé, et puis créer les conditions pour que ça ne se reproduise plus. Parce que aujourd'hui, il y a 3 jours, une amie m'a appelé pour me dire que nous sommes inquiets parce que nous sommes dans la nouvelle de certains membres de certains parents qui sont partis. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui ont des parents, qui ont des connaissances. On attend encore l'identification de certains morts. Et c'est vraiment dramatique. Il faut sanctionner pour que quelqu'un qui prend un engagement à un certain niveau, service technique, puisse le respecter. Sinon, ça dans un pays qui, comme il dit, dans un pays qui se respecte, qui fonctionne normalement, celui qui est en charge au premier niveau est sanctionné, son ministre soit démissionne ou bien il est démis. Bon, ici on ne démissionne pas. C'est le terme que je voulais entendre, la démission. Pourquoi des ministres ne démissionnent pas lorsque de telles catastrophes se produisent? On n'est pas habitué à ça ici. On n'est pas habitué à ça. On ne démissionne pas ici. On continue à faire des promesses. Oui, oui. Comme l'a titré Walf Quotidien aujourd'hui, incendie au Dakar 72 heures après, le chef de l'État Macky Sall passe, promet, puis s'en va. Oui, bon. Donc, voilà. Bon, moi, maintenant, j'attends que l'année prochaine, on voit que le cadre a changé. Moi, c'est ça qui me rassurerait. Effectivement. Voilà, donc nous allons avancer pour suivre un élément. Donc, par rapport à la prise en charge des blessés aussi, c'est un point que nous devons soulever aussi à Tambacounda.
Certains ont été évacués à Dakar. Il y a également d'autres blessés qui ont été évacués à Kaolack. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons suivre cet élément de Alassane Diallo, notre correspondant permanent à Tambacounda. Il s'est entretenu avec le docteur Alexandre Seck. Il est chef de service anesthésie et réanimation à l'hôpital régional de Tambacounda. Il est revenu sur les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer, le personnel, donc le déficit du personnel, le personnel qui n'est pas qualifié, qui a eu à rencontrer pas mal de problèmes ce jour et jusqu'à présent, parce que bon, les conditions ne sont pas réunies à l'hôpital régional de Tambacounda. Élément à suivre avec le docteur Alexandre Seck, Chartidiane Ndiaye. En général, ce qui arrive en cas de catastrophe, quel que soit le service que l'on prend, les gens sont rapidement débordés. D'accord? Parce que si on voit la capacité d'accueil du service des urgences, d'accord, plus maintenant des patients qui étaient déjà hospitalisés au niveau du service des urgences, il va de soi que dès qu'on reçoit un afflux de malades, donc de manière brusque, donc on est facilement débordé, en tout cas par rapport à la capacité d'accueil du service des urgences. Le vrai problème, c'est qu'au niveau des urgences de l'hôpital, on n'a pas assez de... Bon, c'est même pas au niveau des urgences, c'est dans tout l'hôpital, c'est un problème de personnel, qui fait que c'est difficile d'avoir un médecin qui passe la nuit et qui le lendemain doit obligatoirement être de service. Qu'est-ce qui explique leur évacuation à Dakar? C'est parce que les soins laissent à désirer ici. L'idéal pour les brûlés, même dans les pays développés, c'est des centres spécialisés qui prennent en charge ces brûlés. Donc c'est souvent des centres de grands brûlés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de centre ici? À Tamba, il n'y en a pas. Et apparemment, donc, le ministre a dit que c'est d'ici pratiquement 1 an que ce sera fait. Encore une promesse de Eva Maricol Seck, ministre de la Santé, le centre spécialisé, un centre spécialisé pour les grands brûlés. Il n'en existe pas au Sénégal. Et cela remet encore une fois sur la table le problème de l'accès aux soins au Sénégal. Oui, c'est un problème qui est récurrent. On nous fait également des promesses de manière récurrente. Le Sénégal ne souffre pas seulement d'un manque de centres spécialisés, il souffre d'un manque de radio qui puissent prendre en charge les préoccupations des cancéreux. Et tout ça dans un contexte où on nous chante à longueur de journée le plan Sénégal émergent. Je crois que parmi les secteurs qui devraient essayer d'enjamber le temps pour soulager les Sénégalais figure le ministère de la Santé. Il y a beaucoup d'argent, il a un gros budget, le ministère a l'avantage d'être, en fait, de pouvoir compter sur peut-être beaucoup d'institutions ou d'organisations d'ONG ou d'organisations internationales, en tout cas qui prennent en charge, qui s'activent dans le domaine sanitaire. Et jusqu'au moment où nous parlons, le secteur sanitaire du Sénégal, c'est comme un train qui chemine et qui ne bouge pas. Moi, je ne peux pas comprendre qu'à 500 km de Dakar, que des bus du 3e degré ne puissent pas au moins bénéficier de façon, ne serait-ce que de façon provisoire, de soins, en fait des premiers soins, qu'ils doivent attendre des heures ou bien 24 heures ou bien 48 heures pour pouvoir enfin espérer être acheminés à Dakar, c'est problématique. Et quand ils sont arrivés également au niveau, on parle d'une infrastructure sanitaire qui est peut-être à 500-400 km de Dakar. Mais même quand les blessés sont arrivés à l'hôpital principal, ils ont eu du mal au début à être pris en charge. Donc ce problème de manque d'infrastructure, ce problème de plateau technique qui laisse à désirer, ça ne se limite pas seulement au niveau du Sénégal, de l'intérieur. C'est dans le Sénégal, c'est en fait le Sénégal dans son ensemble qui souffre d'un problème criant au niveau des infrastructures sanitaires, au niveau du personnel
etc. Voilà, donc des grands brûlés qui devaient bénéficier de soins intensifs en réanimation. Ça n'a pas été le cas parce qu'il n'y a pas de centre spécialisé. Il y a le docteur Alexandre Seck qui l'a dit, interrogé par Alassane Diallo. Alors, dites-nous, ce problème récurrent, comme l'a dit Daouda Thiam, qui vient trouver donc des projets comme le plan Sénégal émergent, la couverture maladie universelle, entre autres projets qui sont tout le temps chantés, prônés par les gouvernants, alors que le problème reste entier. Oui, dans beaucoup de secteurs, on aurait pu parler aussi de l'éducation, où il y a encore, je crois, entre 4 000 et 6 000 abris provisoires dans le pays, dans des zones où, au mois de mai, par exemple, 15-20 mai, ça commence à pleuvoir, les élèves ne peuvent plus étudier dans certaines conditions. Ça, c'est très difficile. Moi, Tambacounda, moi je suis de Tambacounda, je suis un peu bien placé pour parler un peu de la situation de cet hôpital-là. On parle aujourd'hui des grands brûlés, mais sur beaucoup d'autres spécialisations, cet hôpital-là, qui est un grand centre hospitalier, ne dispose pas de structures appropriées. Peut-être les spécialistes ne sont pas là, ou bien pour faire certaines analyses, on fait des prélèvements, mais les analyses sont faites ici à Dakar, à l'Institut Pasteur ou au centre, à l'ex-CTO, à l'hôpital général de Grand Yoff et tout ça. Donc, en général, cet hôpital-là n'est pas du tout équipé. Pourquoi on n'a pas pensé non plus à l'hôpital régional de Kolda, parce que peut-être cet hôpital-là n'a quasiment rien, des problèmes gynécologiques, des problèmes dans d'autres domaines. Ça, c'est des problèmes un peu terre à terre quand même. On vient de fêter le 57e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Il y a des éléments assez basiques qu'on n'a pas. C'est des choses qui se sont accumulées. Ce n'est pas seulement la faute de ce régime. C'est des choses qui se sont accumulées sur des décennies et qu'il faudrait corriger et qu'il faudrait prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Parce que tous les 2 mois, il y a un drame qui vient rappeler l'urgence à mettre en place ces choses. La question des secours, quand un accident se produit quelque part, les secours viennent avec beaucoup de retard et tout. Donc, c'est difficile. Au lieu de penser à des problèmes, des questions macro et tout, il y a des choses micro qu'il faut prendre en charge. L'appareil de radiothérapie pour les malades du cancer, sur beaucoup de choses, l'hémodialyse et autres, les malades, ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, on peut en parler pour beaucoup de secteurs. Donc c'est des questions très terre à terre qu'il faudrait prendre en charge, au lieu de se projeter sur, on parle d'un centre spécialisé dans un an. C'est difficile dans un an, ne le souhaitons pas. Peut-être s'il n'y a pas, souhaitons qu'il n'y ait pas un autre drame du même type, du genre. Voilà, donc Action 7 qui se poursuit. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Daouda Thiam, il est l'administrateur de Actusen.com, et puis Aboubacar Demba Sissoko de l'APS. Nous allons parler politique législative 2017 avec le retour annoncé de Maître Abdoulaye Wade. Il annonce d'ailleurs son retour pour être tête de liste de l'opposition pour imposer une cohabitation au régime en place. Alors, Daouda Thiam, quelle lecture faire de cette annonce de Maître Abdoulaye Wade? Écoutez, moi, j'ai suivi, comme peut-être tous les autres Sénégalais, cette annonce. D'abord, l'annonce sur son retour. Et le discours clair-obscur quand même qu'il a eu à tenir au sujet de sa candidature ou non comme tête de liste au niveau, en fait, aux prochaines élections législatives. Mais moi, je voudrais quand même m'arrêter un tout petit peu sur ça. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être que rien n'est encore décidé, rien n'est encore joué au niveau de l'opposition. Mais j'estime que si l'opposition
ne devait compter que sur Wade. Vraiment une personne du troisième âge qui devrait aujourd'hui assumer sa retraite politique. Si l'opposition devait se rabattre sur un vieux qui est presque un grabataire pour pouvoir se tirer d'affaire lors des élections législatives, ce serait une faillite pour l'opposition. Mais tous les moyens sont bons. Non, ce serait une faillite. Non, il faut voilà. que l'opposition apprenne quand même à être courageuse, à être ambitieuse. Vous pouvez pas, même vous chez vous, même toi chez toi, tu peux pas compter sur ton grand-père qui a 92 ans pour renverser par exemple un adversaire. C'est pas possible. Pour vaincre un adversaire, tu peux pas compter sur un vieux. La seule chose qu'il puisse te faire pour toi, peut-être, c'est te prodiguer des conseils, etc. Mais faire de Wade une tête de liste, ce serait une faillite de l'opposition. Ça, j'en suis convaincu. Parce qu'il faut également que tout le monde s'accorde sur le fait que Wade a vécu. Il a eu à faire ce qu'il devait faire. Il l'a bien fait ou il l'a mal fait, ça tout le monde a son appréciation là-dessus. Mais aujourd'hui, l'opposition doit essayer de se prendre en charge. C'est une opposition composée de chefs de parti qui sont jeunes, qui ont l'âge du président Macky Sall, qui doivent en découdre avec celui-ci. Il faut que cette opposition prenne ses responsabilités. Mais n'est-ce pas une stratégie pour Maître Abdoulaye Wade aussi? Vous ne pensez pas? Mais Maître Abdoulaye Wade, son parti, lors des dernières élections, pour imposer son fils. Mais son parti a presque tutoyé le ridicule. Presque tutoyé le ridicule. Cite-moi des collectivités locales que le PDS a gagnées. Vous ne m'en citerez pas plus de... Donc, autant le PDS a eu à souffrir le martyre lors de ces élections, autant même si vous preniez Wade, ça pourrait être compliqué. Wade, mon idée c'est qu'il faut qu'on le laisse reposer et qu'il aille vaquer à d'autres occupations. Franchement, le landerneau politique, les Abdoul Mbaye, les Malick Gakou, les Idrissa Seck, les Khalifa Sall, les consorts, s'ils ne peuvent pas se prendre en charge face à Macky Sall, c'est désespérant. D'ailleurs, Idrissa Seck est en train d'échanger avec Maître Abdoulaye Wade. Nous allons revenir sur ces coups de fil, ce rapprochement. Qu'est-ce que cela donc toujours une stratégie ou bien nous allons y revenir avec vous. Aboubacar Demba Sissoko, toujours par rapport à cette annonce de Wade, tête de liste de l'opposition, probable, une probabilité. Quelle lecture ça montre, comme disait Daouda, l'état de l'opposition. Ouais, de désolation, de manque de repères dans lequel se trouve l'opposition. Comment une opposition qui a Idrissa Seck, je dirais peut-être Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, ou Abdoulaye Baldé et j'en passe, peut-être qu'ils auront du mal à se... S'ils pensent que c'est ça qui va les unir autour d'une liste nationale pour les législatives, ce n'est pas gagné. L'opposition peut-être gagnerait, je ne sais pas quelle est leur stratégie, je ne suis pas leur conseiller, mais gagnerait peut-être à trouver, à négocier, à créer un cadre de négociation entre ces leaders-là, entre ces différents partis, pour trouver une liste, un terrain d'entente, peut-être pas partout, mais dans des grandes agglomérations, dans les grands... Mais juste pour imposer une cohabitation au chef de l'État, au régime en place, ce n'est pas sûr. Et puis, ce n'est pas sûr, une cohabitation. Si l'opposition gagnait aujourd'hui, la nature du système politique, le régime, c'est pas, ça ne prévoit pas une cohabitation. Le président n'est pas obligé. Il peut nommer peut-être un premier ministre issu de l'opposition, mais si l'Assemblée ne le suit pas dans ses projets, dans sa politique et tout, peut-être que dans les 6 mois ou dans, je ne sais pas ce que prévoient les textes, il peut être amené à dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer d'autres élections et dire que voilà, vous avez envoyé à l'Assemblée nationale une majorité de l'opposition. Cette opposition-là est incapable de travailler avec moi. Redonnez-moi la majorité pour que je puisse terminer. Mais on ne peut pas dissoudre une Assemblée nationale sans que les 2 mandats passent.
sans que les 2 mandats passent, peut-être... Non, je crois qu'il y a une règle, c'est 1 an ou 2 ans. En tout cas, il y a une règle qui peut permettre 1 an. En tout cas, peut-être. Oui, mais donc 2 ans de cohabitation. Mais qu'est-ce qui fait... Aujourd'hui, on parle plus de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'on sait de ce que fait le pouvoir pour gagner les élections? L'opposition, le pouvoir ne reste pas les bras croisés. Ils ont, le président, quand il a reçu, le président de la République, quand il a reçu les enseignants de l'APR, qui demandaient des postes ou des places sur des listes et tout ça, il leur a dit, mais le gâteau n'est pas assez important pour que tout le monde... Donc, lui aussi peut-être pas développer une stratégie pour trouver une solution, trouver une majorité. En tout cas, même si c'est dans la logique 50-50, mener la vue à l'opposition, être dans une situation qui lui permettrait de gouverner, en tout cas, parce que on est à moins de 2 ans de la présidentielle de 2019. Peut-être que c'est jongler, c'est trouver un équilibre. La nature du régime, en tout cas moi, si c'était un régime parlementaire, obligé peut-être de trouver un Premier ministre, de faire avec la majorité, dans le cas où c'est le Premier ministre qui définirait et conduirait la politique de la nation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est le président qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc une cohabitation, moi je ne sais pas. Vous n'y croyez pas? C'est possible que l'opposition gagne, mais dans quelles conditions? L'opposition la majorité à l'Assemblée nationale va gouverner. Moi, c'est ça mon équation. Toujours par rapport à cette cohabitation, donc l'intérêt pour le Sénégal, si jamais il y a cohabitation, tantôt le rapprochement entre Idi Wade père, Wade fils, donc toujours en route vers les législatives. Moi, je crois qu'il faut qu'au niveau de l'opposition, qu'on se garde de rêver de vous. La première équation qu'il faille résoudre pour l'opposition, c'est d'abord de pouvoir s'entendre autour de l'essentiel. Ça, c'est la première bataille que l'opposition doit livrer en son sein. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'opposition doit s'organiser à se donner les moyens, tous les moyens, pour pouvoir venir à bout du président Macky Sall et de sa coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est seulement après avoir réussi ces 2 étapes que cette opposition pourra maintenant songer à une éventuelle cohabitation ou bien à une éventuelle victoire, etc., pour pouvoir imposer la cohabitation au régime en place. Mais à quoi on assiste aujourd'hui? On assiste à une opposition qui est très encline à se réunir autour des salons, qui n'a pas forcément investi le territoire national et qui est pourtant convaincu que la force qui est en face d'elle est une force de frappe en termes de moyens, en termes même de représentativité sur l'échiquier politique. Donc aujourd'hui, l'opposition doit d'abord, pour trouver une solution à ces nombreux problèmes internes, et ensuite, une fois que cela sera fait, aller maintenant vers les Sénégalais. Parce que, à part Sonko, qui fait ses premières gammes en politique, à part Abdoul Mbaye, qui n'a pas encore une certaine assise politique, qui n'a pas de base affective, à part le PDS, qui a pris au dernier moment la décision d'investir le Sénégal de l'intérieur, encore qu'avec beaucoup de frustration, beaucoup de contradictions internes, il n'y a pas, à part également Malick Gakou qui à un certain moment a fait peut-être certaines régions ou bien certains départements. Quelle est l'autre opposition qui bouge au niveau national? Idrissa Seck, il est porté disparu. Il ne nous est revenu que récemment.
Il faisait il y avait un exil verbal. Il faisait un exil verbal. Non, comment ça, exil verbal? C'est-à-dire... Il est revenu donc en France, mais attends. avec les coups de fil entre Wade père mais et quel Wade coup de fils. fil? Mais ça ne se joue pas à ce niveau. Non, ça se joue. Et puis, ça se joue pas à un niveau de. Vous savez, de coup de fil. les retrouvailles entre Wade et Idriss, On connaît déjà la chanson. Elle intéresserait qui? Ces deux personnes-là nous ont habitués à beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, Les contentieux. C'est ça qui parlait de deal international. est-ce que Wade et Idi continuent de vendre? Nous allons avancer. Qu'est-ce qu'ils font? Que vos Idi. Au-delà de Thiès, que vos Réumi? Absolument rien. Absolument rien du tout. Que vaut Abdoul Mbaye? Que vaut Sonko qui vient de démarrer? Le PDS est en lambeau. L'autorité de Maître Abdoulaye Wade est dans la rue. C'est compliqué cette opposition. Pour vaincre Macky Sall, il faut d'abord qu'elle s'organise, qu'elle fasse montre de moyens de gourmandise et qu'elle aille vers les Sénégalais, leur proposer un programme qui soit de nature à les rallier à sa cause. Sinon, elle va encore assister à un réveil extrêmement brutal. Et Macky Sall, vous pouvez lui trouver tous les défauts en tant que politique, mais il est très fort quand il s'agit d'abattre un adversaire politique. De museler les adversaires. Ah oui, Et puis, ce n'est pas seulement la prison, il est très fort en politique. Il n'y a aucune garantie que si l'opposition gagnait les législatives, qu'elle s'entendrait, que les différents segments de cette opposition-là s'entendraient à l'Assemblée nationale. C'est très compliqué. Alors, nous allons terminer avec les deux derniers sujets. L'appel au dialogue, le dialogue national qui aura 1 an, le 28 mai, certainement. Oui. Donc, bientôt 1 an, le chef de l'État qui est revenu là-dessus, le dialogue avec l'opposition. Donc, c'est lors de son face-à-face avec le khalife général des Tidjanes. Rapidement, Daouda Thiam, ce dialogue entre opposition et pouvoir, c'est une réalité, une chimère? C'est de l'utopie. De l'utopie. C'est que le président, en allant à Tivaouane, quand le calife l'interpelle là-dessus, il n'a même pas la possibilité de lui dire que non, ça ne m'enchante pas. Ce qu'il a dit à Tivaouane, c'est destiné à la consommation extérieure. Ça, c'est pour l'opinion. Mais Macky Sall lui-même, il sait pertinemment que d'ici aux prochaines législatives, il ne peut pas y avoir de dialogue. Encore qu'on s'arrête au dialogue qui a été amorcé. À quoi ça a servi? Ça n'a pas bougé, ça n'a pas fait bouger les lignes. Bientôt 1 an. Mais ça n'a servi à rien du tout. C'était un défilé d'acteurs politiques devant le président Macky Sall. Il n'y a ni plus ni moins. Encore que, mais l'opposition et le président Macky Sall ont des comptes à régler entre eux. Ils ont des comptes à solder. Qu'on leur permette, d'ici aux prochaines législatives et d'ici à la prochaine présidentielle, de solder leurs comptes. Macky Sall a ouvert tellement de fronts avec ces gens-là. Il a un contentieux avec Baldé, qu'il a essayé de traîner dans la boue, ça n'a pas abouti. Il a un contentieux, en tout cas dans le cadre de la CREI, je veux dire. Il a un contentieux avec Sonko, qu'il a récemment abattu, entre guillemets. Il a un contentieux avec le PDS, dont il a exilé les Wade, la famille Wade. Il a un contentieux avec Aïda Mbodj, à qui il a arraché le siège. Non, il a arraché. Il est en contentieux avec Idriss Seck, dont il a pris la majeure partie de ses camarades. Il est en contentieux avec tout le monde. Les socialistes. Dans la il a réussi à faire éclater le Parti socialiste. Aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande, c'est que dans le fair play, qu'ils soldent leurs comptes et qu'ils permettent au Sénégal de vaquer à d'autres occupations. On n'a pas que la politique à faire. On a d'autres urgences. Il faut que donc le président Macky Sall puisse régler leurs comptes et qu'on passe à autre chose. Et vraiment, qu'on ne nous fasse pas perdre du temps avec ces histoires de dialogue. Le dialogue ne peut pas avoir lieu d'ici à la prochaine présidentielle. D'abord, ils ont un contentieux autour du fichier électoral. Il a emprisonné ou fait emprisonner des gens, je ne sais pas, avec la complicité peut-être de Tanor, on sait.
En tout cas, c'est le reproche que les gens lui font, que le croche-pied du destin qui s'est abattu sur Khalifa Sall et sur Bamba Fall, les gens lui en imputent la responsabilité. Donc il y a beaucoup de fronts qui ont été ouverts. Permettons-leur de solder ça et puis voilà, on passe à autre chose. Cet appel au dialogue, Aboubacar Sissoko, dites-nous une réalité ou une chimère, comme je l'ai dit non, tantôt, moi, pour moi, une réalité, chimère, moi, je n'épilogue pas sur quelque chose, c'est-à-dire que il y a un dialogue, mais en ce moment, l'opposition et le pouvoir dialoguent, hein. L'opposition dit que ça ne marche pas, le pouvoir dit que ça marche, nous déroulons notre vie, mais c'est une forme de dialogue. Pour moi, aujourd'hui, si Idrissa Seck, Malick Gakou, Abdoul Mbaye et autres se retrouvaient en face du président de la République, de Niasse, de Tanor et de ses alliés, qu'est-ce qu'il se dirait à 3 mois des législatives? Qu'est-ce qu'il se dirait? Alors, parler de dialogue actuellement, ce serait se moquer de l'opinion? Non, c'est juste se dire c'est se donner le sentiment qu'on a le souci, en tout cas donner aux populations, aux Sénégalais, l'impression qu'on a le souci de la stabilité du pays, de la paix, de la paix civile et tout ça. D'autant que cet appel a été n'importe où. Ça a été à Tivaouane, 2 ou 3 semaines après le décès de Al Maktoum. C'était à peu près, je crois, la première rencontre, en tout cas en dehors des obsèques, entre le président et le nouveau calife des Tijanes. Bon, moi je ne crois pas assez. D'autant que quand on a organisé la manifestation au palais il y a un peu moins d'1 an, il y en a qui n'y étaient pas partis. Ceux qui étaient partis, beaucoup ont regretté après le fait qu'on n'ait pas appliqué ce que l'on s'était dit là-bas. Bon, laissons le jeu politique se faire dans le respect de la civilité, que chacun donne ses idées. Et le 30 juillet, là, je crois, c'est le 30 juillet les législatives. Les Sénégalais enverront à l'Assemblée nationale les députés et on verra ce que ça va donner. Il n'y aura rien, il y aura aucun dialogue. Nous allons terminer avec ce dernier sujet, donc la présidence de la commission de l'UEMOA. Le Sénégal perd et gagne, comme pour reprendre les titres d'une certaine presse, la semaine dernière. Le Sénégal qui va occuper, disons, qui va réoccuper ce poste en 2021. Alors, Daouda Thiam, dites-nous, est-ce que vous partagez cette lecture ou bien cette analyse de certains confrères lorsqu'ils disent que le Sénégal a perdu et a gagné par rapport à la présidence de la commission de l'UEMOA? Juste rappeler, avant de passer, oui, que c'est le Nigérian Abdallah Bourema qui est l'actuel président de la commission de l'UEMOA. Bon, le Sénégal a perdu. Ça, je ne saurais en être catégorique. Ce dont je suis certain, c'est que dans un premier temps, il aspirait à présider aux destinées de cette commission. Au finish, ces derniers espoirs se sont envolés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que peut-être que tirant des leçons de ce qui lui est arrivé au niveau avec le professeur Abdoulaye Bathily, cette fois-ci au moins le Sénégal a eu la lucidité de n'avoir pas livré un vain combat, parce que la situation était telle que même s'il persistait dans son dur désir de s'adjuger le poste, ça ne lui aurait servi à absolument rien du tout, parce que les dés étaient déjà jetés. Aboubacar Sissoko. Ça c'est, on peut considérer, si on considère qu'on a perdu, c'est parce qu'on pense que ça devait nous revenir, parce que dans la tête des Sénégalais, c'est que il y a une répartition des postes. Le gouverneur de la BCEAO, c'est un Ivoirien, le siège de la BCEAO, c'est ici au Sénégal, le président de la BOAD est toujours béninois, le président de la commission de l'Union de l'UEMOA est sénégalais. Mais ça, c'est une règle non écrite. Ce n'est écrit nulle part que c'est toujours un Sénégalais. C'est un gentleman agreement, mais
les autres ne sont pas obligés. Et puis le contexte évolue. C'est une question de rapport de force. Le Sénégal n'a pas pu imposer un président de la Commission à cette occasion. En 2021, moi je ne suis sûr de rien. En 2021, je ne suis pas sûr que le Sénégal va retrouver le poste. Oui, les textes et tout ça. On ne sait pas ce que... C'est même pas une question de texte, c'est verbal. On a dit au Sénégal que vous allez retrouver votre poste. Puisque dans la tête déjà, ça revient de droit au Sénégal. Mais moi, je ne suis pas sûr que le moment venu... Encore que des présidents qui ont pris cet engagement pourraient ne pas être là. Donc moi, je ne suis pas sûr. En 2021, un Béninois pourrait sortir du bois, ou un Malien, ou je ne sais pas, un Ivoirien pour demander à présider l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Rien n'est sûr, c'est une question de rapport de force. Quand le Sénégal aura le rapport de force en sa faveur, il présidera en 2021. En 2021. Attendons de voir d'alors d'ici 2021. C'est la fin d'Actu en 7. Merci à notre chers invités. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Daouda Thiam. Il est administrateur de actusen.com. Merci Daouda. Merci également à Aboubacar Demba Sissoko. Il est journaliste à l'APS, l'agence de presse sénégalaise. Merci. Merci, maman. Merci à nos très chers téléspectateurs de nous avoir suivis, amis auditeurs, également sur la 99.0 Dakar. Oustaz Hassan Diouf a coordonné ce numéro. Cheikh Tidiane Ndiaye était du côté de la technique. Un grand merci à lui. Merci. Retrouvez-nous samedi prochain. Ce sera dans un nouveau numéro.